Bonjour Quentin Derache. Alors, on est ici aujourd'hui au département de Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je suis Quentin Derache, je suis directeur Solidarité Insertion au Conseil départemental de Loire-Atlantique et du coup ça fait depuis 2014 que je suis en Loire-Atlantique, mais le département de Loire-Atlantique est un département que j'ai eu l'occasion de connaître dans le cadre de mes anciennes fonctions, car avant de rejoindre le domaine de la solidarité, j'étais auparavant chef de projet au sein du ministère de la Réforme de l'État, donc au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, et je travaillais en appui au ministère des Affaires sociales sur la question de l'accès aux droits, aux prestations sociales. C'est dans ce cadre de vos fonctions au CGMAP que vous avez piloté, accompagné une action expérimentale qui s'est déroulée et qui s'est conduite en Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne, portant sur la lutte contre le non-recours aux droits. Cette démarche partenariale impliquait l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi, avec l'idée de mener des actions expérimentales permettant de mieux comprendre et de mieux projeter l'action publique en matière de recours aux droits. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière générale la genèse de cette recherche-action et les points saillants du diagnostic que vous avez réalisé dans les départements de Loire-Atlantique et de Seine-et-Marne? Alors, d'abord la genèse. La genèse, elle est très simple. Elle venait du cabinet de Marie-Arlette Carlotti, qui était à l'époque secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion, et qui souhaitait une démarche qui finalement s'inspire sur la connaissance et l'expérience des acteurs de terrain. Elle ne souhaitait pas un énième plan d'action, etc., mais plutôt quelque chose qui soit réaliste et qui s'appuie vraiment sur la capacité à faire. Et dans ce cadre-là, du coup, le cabinet de Madame Carlotti a souhaité qu'on mette en place cette démarche de recherche-action et qu'elle s'appuie et qu'elle se déroule sur des territoires qui seraient volontaires en matière d'expérimentation. Alors, du coup, le projet. Le projet, dans sa démarche en tant que tel, il avait suivi une structure assez classique. Diagnostic, construction d'un plan d'action, mise en œuvre et évaluation. Par contre, il avait une dimension, j'ajouterais plutôt qu'il avait une dimension assez innovante, parce que ce qui importait pour nous, c'était d'aller demander aux personnes elles-mêmes les causes pour lesquelles elles pouvaient ne pas vouloir faire valoir leurs droits. C'était la dimension innovante et intéressante, c'était aussi une des principales difficultés dans cette phase de diagnostic, et ce qui nous a amené à concevoir un peu différemment nos actions. Je m'explique. Le premier enseignement qu'on a eu sur ce diagnostic, il ne provient pas de l'enseignement de l'étude en tant que telle, mais de la méthode. On a eu de grandes difficultés à identifier des personnes en situation de non-recours. Notre questionnaire, pour savoir si des personnes étaient éligibles ou pas, il faisait 10 à 15 pages. Notre partenaire, qui était un institut d'enquête très réputé en la matière, nous disait c'est le questionnaire le plus complexe pour sélectionner les personnes à l'entrée dans une enquête auquel il avait été confronté. Parce que pour savoir si les personnes sont éligibles, on sait que la législation est complexe. Et du coup, ça nous a amené à essayer de trouver des personnes en situation de non-recours. C'était compliqué, parce que la principale caractéristique, c'est finalement qu'elles ne se manifestent pas. Parce que si vous vous adressez à une institution, par exemple un conseil départemental, et qu'il a des personnes en situation de non-recours, son objectif c'est de faire que ces personnes soient en situation de recours. Donc c'était pas si simple de trouver des personnes en situation de non-recours. On a eu des intuitions, aller sur certains lieux. Ça s'est pas forcément avéré, utile. Là où ça a marché, c'est là où on avait les informations précises qui permettaient de présélectionner les personnes pour leur éligibilité. Ça, c'était méthodologiquement, ça a été un vrai enseignement, ça nous a servi par la suite dans les axes que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, sur les points saillants du diagnostic, ça nous a montré plusieurs choses. C'est que d'abord, selon le profil de la personne, il peut y avoir des motifs un peu différents selon les personnes. Et selon les prestations, selon la conception de la prestation et sa façon dont elle est mise en œuvre, eh bien, il y a des motifs de non-recours, ce qu'on a appelé des trappes à non-recours, qui sont différentes. Pour en citer quelques-unes, je vais me concentrer sur les principales trappes à non-recours qu'on a identifiées. D'abord, vous précisez que l'étude portait sur 4 types de publics, donc les personnes seules sans revenus, les familles
avec enfants ou sans enfants, et les retraités. Et ensuite, notre périmètre portait sur 6 prestations sociales qui existaient à l'époque. Le RSA socle et le RSA activité, la couverture maladie universelle complémentaire, l'aide à la complémentaire santé et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, donc l'ancien minimum vieillesse. Eh bien, ces trappes sont différentes selon la prestation et selon aussi le public finalement auquel elles s'adressent, parce que toutes ces prestations ne s'adressent pas au même public. D'abord, la première question qui se pose, c'est la notoriété de l'aide. Est-ce que cette aide est connue? Par exemple, l'aide à la complémentaire santé, son acronyme c'est ACS, quand on allait en réunion interroger des professionnels, des travailleurs sociaux, a fortiori, on pouvait penser que cette aide était connue. Ce n'était pas le cas. La moitié d'entre eux ne connaissaient pas forcément cette aide. Premier motif, cette aide n'est pas forcément connue. Pourquoi? Croisons avec les profils de personnes, cette aide aussi s'adresse à des travailleurs à bas revenus. Or, les travailleurs à bas revenus ne sont pas forcément dans une situation où ils se disent les aides sociales s'adressent à moi. Parce que moi, je travaille et j'ai un peu de revenus. Il y a pire que moi dans cette situation-là. Deuxième motif de non-recours, c'est la question de l'image de l'aide. Le RSA activité, finalement, c'est l'image RSA, c'est-à-dire RMI, en fait, qui l'a emporté sur le RSA activité, à l'encontre de l'objectif affiché, où l'objectif de Martin Hirsch était finalement de banaliser, entre guillemets, le RSA, c'est-à-dire en se disant je touche le RSA comme je touche les allocations familiales. On a eu le phénomène inverse qui s'est produit et qui aujourd'hui, finalement, on voit à nouveau l'opposé qui se produit avec la prime d'activité. Deuxième élément, donc sur l'image, on peut penser image des personnes, image de l'aide aussi. Sur la CMU, certaines personnes nous disaient « Mais non, moi je ne veux pas de la CMU, je vais être mal soigné. » Ou alors, je vais être mal remboursé, je vais être mal accueilli par les professionnels de santé. Troisième élément, je peux connaître l'aide. Je peux en avoir une bonne image, mais je peux ne pas me sentir éligible. Je vous parlais tout à l'heure des travailleurs à bas revenus. Les deux aides pour lesquelles il y avait le plus fort non-recours, quelles étaient-elles? Le RSA activité, qui a évolué, et l'aide à la complémentaire santé. Quatrième élément, la complexité. Le meilleur exemple en la matière, la CMU-C. La CMU-C, vous devez justifier des 12 revenus, des 12 derniers mois de revenus, individuellement. Si vous êtes, par exemple, un intérimaire, que vous faites 2 missions par mois, ça vous fait 24 fiches de paie. On peut même aller plus loin. Dans la CMU-C, on va vous demander une attestation des capitaux bancaires pour savoir que vous n'avez pas de patrimoine. Mais quand vous avez peu de revenus, vous adressez à votre banque pour avoir cette attestation, alors que vous êtes à découvert, peut s'avérer assez compliqué et assez difficile pour l'avoir. Donc on a là un exemple de complexité sur la démarche de la demande. Vous avez la complexité sur la vie de la prestation. Le RSA activité, son principe était de lutter contre les trappes à inactivité et favoriser la reprise d'activité. Du coup, en fait, il avait ce phénomène d'amplification de situations de revenus. Plus vous gagnez, moins vous gagnez, moins vous gagnez. Et avec en plus un système qui est aussi lié à une fausse trimestrialisation et un système de mise à jour mensuel et non pas trimestriel, faisait que les personnes avaient du mal. Et quand les travailleurs avaient des revenus finalement non stables, eh bien du coup ça provoquait des rappels, des reprises, des indus, et du coup une complexité qui pouvait mettre les personnes dans des situations délicates. Et les indus, par exemple, peuvent être prélevés sur les allocations logement. Si vous êtes en tiers payant, eh bien du coup, c'est votre bailleur qui va être au courant de votre situation. Donc ça mettait les personnes dans des difficultés réelles par le fonctionnement même de la prestation. Plusieurs points, là, ont été en partie corrigés par la suite par différentes mesures qui ont été prises. Dernière trappe à non-recours, la question de la concurrence. On parlait tout à l'heure du RSA activité. Eh bien, les sommes perçues au titre du RSA activité pouvaient être déduites de la prime pour l'emploi. Pas forcément la même cible, mais le même objectif en matière de politique publique. Et la même cible, les travailleurs à bas revenus. Bon, ce phénomène avait été beaucoup documenté, je vais pas m'apesantir dessus, d'autant qu'aujourd'hui les deux prestations ont disparu. Okay, donc un diagnostic assez complet des différents motifs de non-recours, ou de trappes de non-recours, pour prendre votre expression. Et ce diagnostic vous a permis d'élaborer 3 axes possibles pour l'action, ou plutôt
les expérimentations que vous allez mener dans le cadre de cette recherche-action. Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer ces 3 axes et puis les illustrer peut-être avec des démarches qui ont été menées dans le cadre de l'étude? Alors, en lien avec les trappes à non-recours qu'on a identifiées, on a effectivement identifié finalement 3 axes. Informer et détecter, c'est-à-dire pour lutter contre la stigmatisation possible de l'aide, l'idée c'était d'informer individuellement les personnes et de ne pas forcément être sur des questions de communication grand public où là du coup on a du mal à savoir à qui on s'adresse. L'idée c'est de se dire cette personne-là elle est possiblement éligible et on lui donne un courrier ou un élément d'information personnalisé. Ça suppose du coup de s'appuyer sur la détection pour être sûr que ces personnes-là sont sûres, dans une certaine mesure, qu'elles sont capables, qu'elles sont éligibles à ces prestations. Deuxième dimension, c'était la question de l'orientation. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, le premier cercle autour desquels les personnes s'adressent ou sont orientées, ce sont les proches. Les proches, c'est difficile à toucher. Par contre, quand les proches ne savent pas forcément, elles vont s'adresser en premier lieu à la mairie, ensuite à la CAF, et en dernier recours, ça va être vers une assistante sociale. Donc tout l'enjeu, c'était aussi, et c'est un des enjeux qu'on reprend aujourd'hui au conseil départemental, sur finalement ce premier accueil, est-ce qu'on ne peut pas améliorer son efficacité. Dernier enjeu, on voit qu'il y avait des questions de complexité. Donc troisième axe, c'était la question de la simplification. Alors je reprends. D'abord, l'information ciblée. Les organismes de sécurité sociale, ils collectent les données dont ils ont besoin pour liquider les prestations. Aucun organisme n'a l'intégralité des informations nécessaires à la validation des droits. Par contre, en travaillant sur des cibles identifiées collectivement, il était possible de se dire, tiens, si la personne a la CMU et qu'elle a plus de 65 ans, elle est sans doute éligible au minimum vieillesse. Autre possibilité, on a travaillé entre Pôle emploi et la CAF et de se dire, prenons un couple dont il y a un apporteur de revenus et ces revenus sont issus des allocations de retour à l'emploi. Au moment où il perd son allocation de retour à l'emploi, possiblement il devient éligible au RSA. Donc l'idée c'était de travailler sur ce volet un peu prévention pour éviter les ruptures. Et là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé soit un courrier d'information, soit un formulaire. Et on s'est appuyé ici sur finalement un faisceau d'indices en termes de situation administrative, composition familiale et statut bien évidemment vis-à-vis notamment des questions de résidence sur le territoire. Deuxième axe, la question de l'orientation. Là on a travaillé sur un guide co-construit avec les partenaires où l'idée c'était d'avoir des fiches qui permettaient à un accueillant de premier niveau d'apporter ce premier niveau de réponse. Troisième axe, on a travaillé aussi sur la simplification. Nous avons eu la chance en fait de pouvoir tester la délivrance automatique d'un droit qui était l'aide à la complémentaire santé. Le principe de l'expérimentation était de se dire si la personne a le minimum vieillesse, vu que le seuil du minimum vieillesse, on ne classe pas, est en dessous du seuil de l'aide à la complémentaire santé, on peut attribuer l'aide à la complémentaire santé. On a eu une validation officielle par un courrier de la ministre de la Santé de l'époque qui nous a autorisé à procéder à cette expérimentation. Alors, en matière d'évaluation, nous avons été accompagnés par l'École d'économie de Paris. L'École d'économie de Paris est spécialisée notamment dans ce qu'on appelle des techniques d'évaluation aléatoire, donc dans la lignée d'Esther Duflo. Le principe est assez simple, c'est on procède à un échantillon qu'on sépare en deux, qu'on tire aléatoirement, on agit sur une population et on observe sur l'autre population qui du coup permet d'avoir une valeur de référence. Cette technique d'évaluation nous a permis de savoir quelles étaient les actions les plus efficaces. Et l'action la plus efficace a été celle qui consistait à allier l'information avec une détection et une simplification. C'est celle où on a attribué automatiquement l'aide à la complémentaire santé. Alors, pourquoi on peut se dire, forcément, si on attribue l'aide, on a un taux de recours de 100%. Pas exactement, parce que l'aide à la complémentaire santé, c'est un chèque, en fait, à faire valoir auprès de sa mutuelle. Donc, ce qu'on a pu évaluer derrière, c'est combien de personnes ont fait valoir ce chèque. Mais il s'avérait qu'ici, entre l'échantillon qu'on appelle témoin et l'échantillon sur lequel on avait agi, on était entre 35 et 66 points de recours au droit en plus. Donc un réel impact. Et d'ailleurs, cette mesure a été, sous une autre forme, reprise par la suite par le gouvernement. Quentin, on est aux alentours
On est en 2013, au moment de cette expérimentation. Les questions liées au numérique, ou plutôt au phénomène de dématérialisation ou d'e-administration, ne sont pas encore aussi prégnants qu'aujourd'hui. Néanmoins, si on vous suit bien, les méthodes de détection qui permettent la simplification à travers l'automatisation ou l'attribution automatique de l'aide CMU-C, ou de la prestation CMU-C, elle est rendue possible par le traitement informatique et le partage des données entre les institutions. C'est bien ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette dimension de partage de données informatiques entre institutions? Alors, effectivement, le partage de données, on s'est appuyé sur des données qu'on a partagées. Forcément, ça pose question, parce que dans les institutions publiques, on est très vigilant sur cette question de la protection des données qui correspondent à la vie personnelle des agents. Ça a été possible. Ça a été possible pour une raison, notamment c'est que nous n'avions pas de données, entre guillemets, sensibles. En tout cas, une qui nous a bien complexifié la vie, c'est notamment la question du numéro de sécurité sociale. Pour utiliser le numéro de sécurité sociale, qui est le numéro qui permet de s'assurer que c'est bien vous et non pas votre voisin, on n'a pas pu l'utiliser, parce que pour ça, il faut un décret en Conseil d'État. On a pu utiliser d'autres subterfuges, des approximations, ce qui fait qu'on n'était pas aussi parfait dans les résultats qu'on souhaitait, sur la population qu'on visait, mais en tout cas, on a pu contourner cette difficulté-là, notamment en s'appuyant sur le numéro CAF ou le numéro Pôle emploi, qui n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis de la Commission informatique et liberté. Sur les échanges de données, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est possible de procéder à des échanges de données informatisés, à condition que certaines conditions soient remplies. Quelles sont ces conditions? Avoir un objectif légitime. En l'occurrence, ici, c'est favorable aux personnes pour lesquelles on peut échanger les données. Avoir des données qu'on échange qui soient strictement nécessaires à l'objectif poursuivi, et prévoir notamment les conditions d'information, de correction des personnes. C'est une vision simplifiée, il y a encore d'autres conditions qui peuvent exercer. Il y a des questions aussi liées à la cryptographie, à la question notamment de l'accès de ces données-là. Mais en tout cas, il est possible de faire des choses. D'ailleurs, en comparaison, on peut se poser la question des contraintes qu'on se donne pour respecter la vie privée des personnes, mais que les citoyens donnent finalement accès dans leur cadre de leur vie personnelle sur les réseaux sociaux, par exemple. On a une forte protection, et qui est sans doute une force dans l'administration, mais qui aussi, quand on veut agir au service des personnes, il faut pouvoir aussi avoir un cadre qui soit facilitant quand on est au service des personnes. Et qui peut être équivalent au cadre qu'on se donne, par exemple, pour lutter contre la fraude. Exactement. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas utiliser le numéro de sécurité sociale. Je ne vous cache pas que ça a été une vraie difficulté. Parce que quand on travaille avec l'assurance maladie, le numéro, c'est la Sécu. C'est le numéro de Sécu. Il faut savoir qu'en matière de lutte contre la fraude, on peut utiliser le numéro de Sécu. On peut échanger des données individuelles sur la base du numéro de sécurité sociale. Quand on souhaite le faire en matière d'accès au droit, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a une vraie différence dans l'outillage, alors que finalement, ce sont les mêmes techniques de croisement de données, mais on n'a pas forcément ce cadre, alors que c'est plus favorable aux personnes. Merci beaucoup, Quentin, pour ce retour sur cette expérience, sur cette recherche-action menée dans le département de Loire-Atlantique et Seine-et-Marne, dans le cadre du CGMAP. Aujourd'hui, vous êtes donc... SGMAP. SGMAP. Je reprendrai les voix off, je pense. SGMAP, fatigué. Aujourd'hui, conseil départemental de Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les points saillants de la stratégie d'accès au droit et peut-être la stratégie de numérique du département aujourd'hui? Alors, l'accès au droit du département, c'est une double priorité. L'accès au droit. D'abord, l'accès au droit en général. C'est une priorité qu'on a affirmée dans notre projet phare en matière d'action sociale, qui est la rénovation de notre action sociale de proximité. Projet phare avec l'idée de mettre en place un accueil social universel. Alors, vous qui êtes familier avec les états généraux du travail social, ça vous fait forcément penser à accueil social inconditionnel de proximité. Bon, nous, on l'a appelé accueil social universel. Le principe, quel est-il? Le principe, en fait, c'est de se dire, premier point d'accueil auquel s'adresse une personne, eh bien, il est en capacité de lui apporter une information ou une orientation efficace.
Parce que ce que le diagnostic sur le non-recours a montré, c'est que le premier point d'accueil, il ne connaît pas forcément, et il va orienter par exemple vers une association, alors que ça pouvait être auprès du conseil départemental ou auprès de la CAF. Donc il y a un vrai enjeu sur ces premiers points d'accueil. L'idée sur comment est-ce qu'on va faire, l'idée c'est de s'appuyer sur un outillage et des formations communes en partant des territoires. Parce que vraiment il est important de travailler sur des réalités territoriales pour pouvoir identifier finalement les acteurs vers lesquels vont les personnes spontanément pour qu'on puisse former et travailler avec eux sur ce service qu'on souhaite rendre ensemble à la population. On est bien là d'abord sur l'accueil de premier niveau. Il est nécessaire aussi de travailler sur un accueil de deuxième niveau pour des situations qui là méritent un appui ou un conseil sur des cas qui peuvent être un peu plus complexes. Deuxième élément sur lequel on travaille sur l'accès au droit, on s'appuie sur un projet qui vise à mettre en place ce qu'on appelle un service public itinérant départemental. Le principe de ce projet, c'est de s'appuyer, c'est de pouvoir améliorer l'accès à l'information et aux démarches administratives dans des zones pour lesquelles les services publics ne sont pas forcément très présents. On travaille en partenariat ici avec Unicité, avec des jeunes en service civique, et notamment qui sont en capacité d'apporter cette information via le numérique aux personnes, et qui peuvent travailler par exemple sur des informations collectives ou des actions collectives avec les personnes sur ces questions de démarche administrative. L'année dernière, le groupe de jeunes en service civique avait travaillé sur le territoire sur lequel ils étaient chacun implantés, on n'était pas sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, mais bien des zones ciblées, sur le repérage, par exemple, des points d'accueil numérique. Et il y a un vrai enjeu à les faire travailler ensemble, parce que quand il y a un point d'accueil numérique, par exemple sur les questions de démarche Pôle emploi, peut-être que ça vaut le coup aussi de le mutualiser avec les démarches CAF. C'est un vrai enjeu aussi de travail partenarial pour faciliter l'accès au droit via le numérique. Merci beaucoup Quentin Deurache, et puis ça va pour toi aussi. Merci Quentin. Merci à vous. Ouais.